Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'heure libre, une émission en partenariat Front Populaire le Média et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, fondateur de la revue, et de Maxime Lenagar, rédacteur en chef. Notre invité aujourd'hui est Yannick Jaffré, professeur agrégé de philosophie à Lyon et auteur de Pour l'honneur des Gilets jaunes chez Book Édition, un joli petit livre qui nous rappelle aussi Grandeur du petit peuple qu'avait signé Michel Onfray il y a quelques années chez Albin Michel. Enfin, chez quelques années. Il devait y avoir simplement 1 ou 2 ans, pas plus, guère plus. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler du mouvement des casserolades. Vous savez, ces accueils bruyants réservés aux chefs de l'État et ses ministres. Les casserolades sont-ils les nouveaux gilets jaunes? Nous nous poserons la question et nous nous demanderons aussi ce que nous apprend le profil psychologique du chef de l'État. Mais tout de suite, bonjour Yannick Jaffré. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel, vous nous entendez bien? Bonjour. Oui, je vous entends. Parfait. Il est 10h03. Nous avons donc appris que le président assisterait à la finale de la Coupe de France ce soir entre Nantes et Toulouse. On a appris qu'il ne descendrait pas sur la pelouse, même si les accès avaient été barrés par des pics. Les services de sécurité redoutant des incidents. Cette semaine aura donc été marquée encore par des contestations partout où les chefs de l'État ou ses ministres se déplacent. Alors Maxime Lenagar, ces casserolades sont en train de devenir une vraie figure politique. Que se passe-t-il autour de ces mouvements? Alors mouvement politique peut-être pas encore, en tout cas on sort du strict épiphénomène. Les casserolades, c'est une façon sonore, vous l'avez dit Stéphane, de dire au pouvoir que la réforme des retraites ne passe pas dans l'opinion. Or c'est précisément ce que cherchait à faire Macron avec son petit tour en province, montrer qu'il n'avait pas peur de rencontrer les Français, occuper le terrain, bref, passer à autre chose, c'est peine perdue. Toute la semaine, un peu partout en France, les bruits de casseroles ont retenti au rythme des déplacements de Macron et de ses ministres. Pape Ndiaye a dû être exfiltré par la police de son TGV à son retour de Lyon cette semaine. Des manifestants ont même organisé une compétition nationale de chahut avec un classement des départements où les casserolades font le plus de bruit en quelque sorte, au point qu'on a eu affaire hier à un Olivier Véran grave et solennel. C'était au micro d'RTL, écoutez. Clairement, le bruit des casseroles, c'est la colère qu'on fait bouillir et c'est la démocratie qui s'évapore. Quand on veut vous couvrir pour vous empêcher de parler, quand on veut vous priver de dialogue, de discussion et d'échange et de débat, quand on veut empêcher son contradicteur de s'exprimer, quand on veut empêcher des ministres de se déplacer sur le territoire de la République, quand on fait usage de menaces contre des élus de la République, voire qu'on a recours à la violence, c'est pas de la démocratie qu'on défend. Bien, alors Olivier Véran, gardien vigilant de la démocratie, c'est croquignolait. Il faut dire que la popularité d'Emmanuel Macron est dans le rouge en ce moment. Un sondage BVA pour RTL cette semaine, Macron recueille 26% de bonnes opinions, un niveau historiquement bas qu'il ramène à octobre 2018, soit au tout début de la crise des Gilets jaunes. En miroir, ça fait quand même 24% d'opinions défavorables. Et dans un autre sondage, et là pour BFM TV cette semaine également, on apprend que 69% des Français considèrent que la réélection de Macron est une mauvaise chose. Et tenez-vous bien, 56% des Français considèrent que les insultes à l'égard de Macron et de ses ministres sont compréhensibles. Mais est-ce que ça existait déjà, ces fameuses casserolades dans un autre pays ou dans une autre époque? Parce que je vous pose cette question parce que j'ai le souvenir que Christophe Castaner, il y a peu de temps, parlait de Pierre Poujade. Il trouvait que ça faisait penser à Pierre Poujade, encore une manière de diaboliser. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un sophisme par association. C'est-à-dire que Adolf Hitler portait des chaussures, vous Stéphane, vous portez des chaussures, donc vous êtes sans doute un peu national-socialiste. Je vous l'apprends sans doute, c'est un peu c'est un peu le principe. Castaner avait dit ça en 2017 pour tenter de disqualifier Mélenchon, qui invitait ses partisans à faire du bruit et pour empêcher la Macronie de dormir. Par ailleurs, oui, les casserolades ont été utilisées par des poujadistes dans les années 50, par les partisans de l'OS aussi d'ailleurs dans les années 60, mais ça prouve pas grand-chose. En France, ces traditions remontent aux années 1830, quand les républicains s'opposaient à la monarchie de juillet de Louis-Philippe. Pratique qui remontait le même plus loin, puisque c'était un rituel connu des médiévistes qu'on appelle le charivari, voyez-vous. Donc des casserolades, il y en a eu en Amérique latine dans les années 70, plus récemment en Islande, au Québec, en 2012 en Espagne au sein du mouvement des indignés, en France Nuit debout, pour rappel, en 2016. Donc faire croire que les Français qui tapent sur des casseroles dans des villages à l'arrivée de Macron ou des ministres macroniens seraient des dangereux putschistes paraît assez ridicule. Alors, j'ai envie de demander à Michel Onfray s'il est sensible à ces concerts de casseroles, tout simplement. Très sensible, et c'est une musique contemporaine que j'adore. Je crois que il y a chez les gens qui font du bruit cette idée que puisque le président de la République n'écoute pas les Français, eh bien, et le président de la République va les entendre, ces gens qu'il n'écoute pas. On voit bien que là, Maxime a tout à l'heure donné les chiffres, ils sont quand même très bas. Et quand on voit Macron sur un marché, on dit oh il est arrivé comme ça par surprise et 100% des gens l'apprécient et personne ne l'insulte. Les quelques choses qu'on
qu'on peut remarquer, ce sont des gens qui, de manière un peu véhémente, mais très informée, discutent avec lui. On voit bien effectivement que tout ça est fabriqué. Le discours de Véran est complètement inversé, c'est-à-dire que on peut pas mépriser le peuple parce qu'il fait ce bruit-là, puisque le peuple fait ce bruit-là parce qu'il est méprisé par Macron. Donc on va faire le truc de la cour de récréation, c'est celui qui le dit qui est, quoi. Et on voit bien que celui qui méprise c'est pas le peuple qui méprise ses élus, ce sont ces élus qui, méprisant le peuple, s'entendent dire par le peuple que ça commence à bien faire et qu'ils n'ont plus confiance en leurs élus, et encore moins le premier d'entre eux, qui est le chef de l'État. Absolument. Alors, Yannick Jaffray, c'est une musique qui vous plaît, j'imagine aussi. Je rappelle que vous venez d'écrire un livre qui prend fait et cause pour les Gilets jaunes. Oui, je dois d'abord me remettre un peu de l'émotion poétique que Véran m'a procurée. Je crois que Christiane Taubira a trouvé un concurrent hors pair. Oui, les casserolades me font penser aux Gilets jaunes beaucoup plus que le mouvement contre les retraites lui-même, qui était beaucoup plus corseté par les syndicats, et puis avec la traditionnelle ronde des Black Blocs, ou rebaptisée Black Bourges. Ça me fait de la peine de faire un compliment à Darmanin, mais l'expression est bien trouvée. Il me semble que ces casserolades expriment la même détestation personnelle à l'égard de Macron que pendant les Gilets jaunes. Macron qui, paraît-il, a fait un mémoire de maîtrise sur Machiavel, ignorant la leçon du Florentin, selon laquelle à choisir entre la crainte et l'amour, il faut choisir la crainte, mais il faut absolument éviter de susciter la haine du peuple, parce que la haine est une passion qui veut détruire ce qui la cause. Il me semble qu'il est peu machiavélien sur ce point, ainsi que ses équipes, d'ailleurs, qui rivalisent dans le mépris de classe. C'est un fait, et c'est constant depuis Griveaux, depuis les couturières analphabètes, avant même son élection à la présidence. Donc je crois que Macron joue un jeu dangereux. En revanche, ce qui est vrai également, il est juste de le dire, c'est que son assise électorale, sociale et générationnelle est suffisamment forte pour empêcher qu'il soit détesté au point d'être renversé. Oui. Alors je voudrais vous interpeller sur une petite phrase que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Nous vivons une séquence politique ubuesque où un président de la République qui a enjambé la présidentielle avec mépris est aujourd'hui tellement acculé qu'il se voit obligé de rentrer en campagne un an après sa réélection, et ce alors qu'il ne se représentera pas à la prochaine échéance présidentielle, et de conclure, les 100 jours d'Emmanuel Macron, c'est un peu la séquence à la recherche du temps perdu, mais c'est plutôt après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est bien trouvé. On peut ajouter à cela qu'il ne semble pas décidé à dissoudre. Donc par conséquent, il flotte dans un espace de légitimité légale suffisante, mais morale précaire. Michel Onfray, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce... Non, je suis d'accord, mais je crois effectivement qu'il ne peut pas dissoudre, parce que s'il dissout, c'est la porte ouverte au Front National, la grande porte et le grand tapis rouge, au Rassemblement National, pardon, et il peut pas se permettre de dire qu'il va nommer, je sais pas, Jordan Bardella Premier ministre, parce que là, pour le coup, ce serait un autre type de bazar dans la rue, et il en a pas envie. Il sait très bien de toute façon qu'il serait condamné à une espèce de cohabitation qui lui interdirait tout, c'est-à-dire de gouverner, de gérer, d'apparaître en public, et puis ce serait un échec au regard de l'histoire. Ce monsieur est quand même une structure narcissique assez inquiétante, et je pense qu'il ne veut pas laisser l'image d'un personnage qui aurait échoué. On ne se souviendrait pas d'une deuxième élection, on se souviendrait qu'il a perdu l'Assemblée nationale, qu'elle est arrivée aux mains du Rassemblement national, et ça, il ne veut pas se le permettre pour des questions d'image. Il se moque absolument de la France, mais je pense qu'il ne peut pas se permettre de jouer ça. Son narcissisme se trouverait blessé, et ça n'est pas pensable dans son logiciel. Absolument. Combien de temps cela va durer encore? Faut-il comparer ces Français qui interpellent le président, lui disent, cachent leur façon de penser aux figures des Gilets jaunes? Qu'ont-ils en commun? On en parle dans un instant encore sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour pour votre heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, tous les samedis matins de 10h à 11h, en partenariat avec Front Populaire La Revue et Sud Radio. Je suis toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Le Nagard, et notre invité est Yannick Jaffray, professeur de philosophie à Lyon et auteur de ce petit livre pour l'honneur des Gilets jaunes. Nous parlons avec lui des comparaisons avec ce qui se passe dans le pays, les casserolades, les fameuses casserolades. Le pays traverse en effet une crise profonde. Le chef de l'État peine à renouer le dialogue avec les Français. Nous avons entendu qu'il était accueilli par des concerts de casseroles un peu partout. Et alors, dans votre prologue, de votre dernier livre, Yannick Jaffray, vous faites un parallèle
très amusant entre la figure de Christophe Détinger, vous savez, le fameux boxeur qui avait repoussé les CRS à la main et au poing, si j'ose dire, et celle du préfet l'Allemand. Le premier, pour vous, incarne le courage, la grandeur d'âme, le panache français du Gaulois réfractaire. L'autre incarne la bureaucratie, la lâcheté, la laideur morale et surtout la répression à géométrie variable. Je voulais vous demander, avant de parler des figures émergentes des casserolades, est-ce que vous avez des nouvelles de Christophe Détinger? Non, personnellement non, je n'ai pas été en contact direct avec lui. Je sais qu'après 7 mois de prison ferme aménagée, je crois qu'il pouvait sortir dans la journée, il a réintégré son poste dans la localité d'Île-de-France dans laquelle il travaille, comme agent municipal, tout modeste. C'est la grandeur des petites gens, pour le coup. La grandeur du petit peuple, disait Michel Onfray. Tout à fait. Et par ailleurs, ce que j'ai su, c'est que l'État a poursuivi sa mesquinerie, puisqu'on l'avait spolié de sa calotte litchi, de sa cagnotte, pardon, litchi, qui lui avait été accordée à hauteur, je crois, de 600 000 euros de contribution par solidarité. Il a intenté une action en justice pour la récupérer, et ça n'a pas été le cas. Et je vais vous dire, ça m'étonne d'autant plus, et ça me fait d'autant plus de peine que j'ai appris récemment en enquêtant sur l'affaire Samuel Paty que les cagnottes qui avaient été lancées par Sefrioui, qui est un des islamistes qui a pointé du doigt Samuel Paty, eh bien cette cagnotte était encore là, abondante et destinée à assurer sa défense. Alors comment est-ce qu'on peut justifier ces deux poids deux mesures ? Par les attaches politiques et idéologiques, puisque Didier Lallemand lui-même vient de déclarer, partant à la retraite, qu'il avait renvoyé les gilets jaunes à leur amertume et à leur acrimonie, dans le même temps qu'il considère qu'un migrant doit, pour ne pas devenir délinquant en France, être un saint. Alors je ne sais pas de quelle vertu théologale on devrait disposer pour supporter le mépris de classe de la Macronie. La doctrine répressive, vous l'avez évoqué, a été sans commune mesure avec tout ce qui s'est produit ces 60 dernières années. Le dernier précédent, c'est la répression, ou ce sont les répressions des manifestations de mineurs par Jules Mock en 47-48. Sinon, les émeutes de 2005, qui ont duré tout de même 3 semaines, n'ont fait aucun blessé. Même Laurent Mucchielli, sociologue politiquement correct, a été contraint de le reconnaître. Côté Gilets jaunes, c'est 25 éborgnés, 5 mains arrachées, 200 blessés graves, je crois. Plusieurs milliers de blessés. Plusieurs milliers, voilà, avec des degrés de gravité effectivement variables. Donc, on voit de qui l'État se défend en premier. C'est-à-dire que ce qui était insupportable à un homme historiquement de gauche, je le cite, Didier Lallemand, c'était que des Français de souche, ou le peuple old school, le petit peuple, se révoltent. Les émeutes de banlieue ne l'émeuvent pas davantage, ne l'émeuvent pas à l'excès. D'ailleurs, il permet, en pleine sortie de confinement, la manifestation pour George Floyd, alors même que tout autre était proscrite. Vous comprenez, Michel Onfray, cette différence de traitement entre on va dire, ce que vous appelez le peuple old school. Michel aussi, vous utilisez cette phrase. Et puis, je l'empruntais à Michel Onfray. Ah, bah voilà. Et puis, on voit d'autres citoyens qui ont droit à bien des égards. Vous comprenez cette différence, Michel ? Je la comprends, c'est-à-dire intellectuellement. Oui. Je ne la comprends pas moralement. Je vois bien effectivement qu'il y a un intérêt politique à distinguer les degrés de délinquance et à estimer qu'il y a certains délinquants qui n'en sont pas alors que d'autres le seraient plus. On voit bien comment fonctionne le syndicat de la magistrature et puis l'idéologie islamo-gauchiste qui fait que si effectivement le personnage en question avait été coupable d'actions islamophobes, effectivement il y aurait eu des problèmes. S'il avait fait ces actions-là au nom de l'islam, il aurait eu probablement un bracelet qui lui aurait permis d'exister normalement, c'est-à-dire de ne pas mettre les pieds dans la prison. C'est que nombre de gens aujourd'hui ne mettent pas les pieds dans les prisons parce qu'ils sont du bon côté de la religion, de la couleur de peau, du politiquement correct, etc. Et je rappelle que effectivement la police qui est frappée, elle est frappée parce qu'on l'envoie taper. Et elle envoie taper on l'envoie taper parce qu'effectivement c'est Macron qui l'envoie. Donc il y a le chef de l'État, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le Premier ministre, il y a le préfet, etc. Puis il y a la police qui cogne. Et si la police devait tuer, c'est parce que le chef de l'État lui demanderait de tuer. Je rappelle que moi je ne crois pas à la thèse des violences policières, évidemment, mais si vraiment on veut voir qu'il y a des violences et qu'on se met à faire de la généalogie de ce genre de grabuge, c'est parce qu'on lui a demandé de cogner et de cogner fort. Et j'ai effectivement fait savoir en son temps que les Gilets
jaunes avaient été spécialement maltraités parce qu'effectivement, on était du côté du poujadisme, du vichisme, les choses habituelles, quoi. On méprise le peuple depuis une trentaine d'années. C'est ce qui explique effectivement que selon que vous serez puissant, c'est-à-dire du bon côté de l'idéologie, ou misérable, c'est-à-dire du mauvais côté de l'idéologie, eh bien les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Absolument. Alors, vous voyez des figures similaires émerger de ces casseroles-là. On a parlé de Christophe Détinger à l'instant. Pour l'instant, on voit des Français très en colère, mais on ne voit pas surgir des Français qui seraient un peu plus remarqués par les médias que les autres. Non, je n'en vois pas plus que vous. Il faut noter que les casserolades sont pour le coup plus spontanéistes encore que ne l'étaient les Gilets jaunes, parce qu'il y avait l'organisation par acte, qui était un coup de génie tactique d'ailleurs, puisque les Gilets jaunes ne perdaient pas l'argent de journée de grève. On allait sur les ronds-points, moi j'ai été sur des ronds-points en rotation. Qui travaillaient, retournaient travailler, et puis les autres tenaient la place. Et idem pour les actes des samedis. Donc c'est ce qui permettait de décorseter le mouvement syndicalement. Alors ça produit plus de violence, certes, mais ça a produit plus de résultats, puisque il y a quand même eu une victoire, disons, socio-économique, puisque Macron, au soir du 10 décembre, blême, beaucoup moins arrogant que d'habitude. Je dirais, si j'étais taquin, que si ce mouvement avait eu un mérite, c'est au moins de nous donner le spectacle d'une arrogance qui s'effondre sur elle-même. Accorde tout de même 10 milliards d'euros aux Gilets jaunes. Et sur sa mesure, sur la taxe carbone, puisque c'était l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres. Donc, pour l'instant, non, pas de figure individualisée. Certaines des Gilets jaunes, il faut le dire, puisque mon pamphlet analytique, conceptuel n'est pas unilatéral, ont été parfois décevantes. Quand je vois Jérôme Rodriguez qui se rend à la manifestation contre l'islamophobie organisée par la mouvance Traoré, je me dis qu'on paye là les conséquences de l'antiracisme. Ouais. Alors, Michel Onfray, vous dites souvent que ce sont au moment des événements tragiques de l'histoire que l'on peut espérer de grands hommes. Finalement, vous pensez que les grandes figures se révèlent dans l'adversité ? Oui, enfin, je suis assez hegelien sur ce sujet. Mon compagnon de route que nous avons invité aujourd'hui souscrira probablement, mais de fait, il y a un moment donné où la violence accouche de l'histoire, et quand le sang se met à couler, alors effectivement, on rentre vraiment dans le dur. Là, pour l'heure, on a des casserolades, on a des insultes. J'ai entendu, c'est une citation de point ouvrir les guillemets, trou du cul pour qualifier Emmanuel Macron, un personnage qui avait été surpris par une caméra. Je veux dire, tout ça est fort sympathique. Il y a des feux de poubelle, on brise des vitrines des banques, tout ça n'est pas terrible, mais on est quand même loin de l'histoire qui se fait avec les fusils à la main. Je n'y aspire pas, hein. Mais je veux dire que quand on regarde quand on lit les souvenirs de Tocqueville, on voit bien ce qui se passe dans la rue quand révolution il y a. Alors là, pour le coup, il y a du sang versé, il y a du danger. On sort et on risque de perdre la vie. On n'en est pas là, et c'est tant mieux. Je n'aspire pas à ça. Et les moments de surgissement, c'est la thèse de Hegel, hein, mais les moments de surgissement du grand homme sont des moments où effectivement le sang donne le parfum à l'histoire, hélas. Ouais. Hélas. Alors, néanmoins, la doctrine du maintien de l'ordre a beaucoup évolué, Maxime Le Nagard, depuis les Gilets jaunes et actuellement encore. Dites-nous un mot sur cette réponse sécuritaire. C'est assez intéressant. Oui, parce qu'il y a eu un avant et un après Gilets jaunes. Ça, Yannick Jaffray le dit d'ailleurs très bien dans son livre. Il le disait à l'instant, Jules Mock, ministre de l'Intérieur en 47, la répression était tout autre. On peut dire sommairement, si on voulait faire une petite évolution de la doctrine du maintien de l'ordre, jusque dans les années 60 et les manifestations du métro Charonne en 62, on est dans une doctrine du contact, donc avec des affrontements violents. À partir de l'influence du préfet de police Maurice Grimaud, on passe dans une doctrine de la mise à distance à la fin des années 60, puis retour à une doctrine de contact dans les années 70 avec la création des fameux voltigeurs motoportés. Puis voilà, 1986, la mort de Malik Oussekine. Là, on va rentrer dans une période qui correspond chez les enseignants à ce qu'on appelle le pas de vague, jusqu'en 2018. Et là, retour d'une doctrine de contact, technique de la NAS, arrestation quasi préventive du reste, sous l'influence de Laurent Nunez. Donc les Gilets jaunes ont vraiment... il y a eu un avant et un après, c'est ça qu'il faut... Alors néanmoins, c'est très compliqué de s'opposer aux casserolades, parce que, bon, on peut toutefois confisquer les casseroles, et on a vu que certains préfets avaient pris des arrêtés pour interdire le matériel sonore portatif, ce qui est quand même assez ridicule en soi. Rien que libellé pour désigner une casserole est assez payant, est assez drôle, mais pour le moment, le pouvoir ne sait pas trop quoi faire avec ça. À part se plaindre du fait qu'on ne l'entend plus. Non, puisque effectivement, de fait, on ne peut pas empêcher des gens de faire du bruit dans la rue, a priori. Ouais. Donc,
Oui, moi il me semble que Michel Onfray l'a indiqué, la magnitude historique de ces casserolades est inférieure à celle des Gilets jaunes, parce que le sang a coulé sous les Gilets jaunes. Alors, il n'y a pas eu de mort, et fort heureusement, et je ne lance aucun appel à la violence, mais il est clair que ceux qui excipent de la légalité, du monopole légal ou légitime, ça dépend des traductions de la violence, ont peu de mémoire, parce que nos 5 républiques ont accouché dans la violence. Michel Onfray évoquait la seconde, en 1848, avec les souvenirs de Tocqueville, qui est d'ailleurs un texte prodigieux, mais la 5e, que je sache, est née d'une guerre civile. Et ce que certains auront appelé un coup d'État ponctuel, à défaut d'être permanent. C'est-à-dire que De Gaulle, habile tacticien, joue sur le risque, effectivement, d'une intervention de l'armée en métropole. Donc il y a une tension considérable. Ça ne rigolait pas en 58. Donc, brandir le seul principe de l'égalité pour analyser ce genre de phénomène me semble manquer précisément la question de la légitimité. Il se trouve en revanche, et je le répète, que Macron dispose, quelle que soit la légitimité de la macronophobie qu'il suscite, il dispose encore d'une base sociale et électorale suffisante. Alors on continuera à comparer Gilets jaunes et casserolades dans un instant. On se demandera aussi si la figure du général de Gaulle en appelant au peuple et au référendum n'avait pas trouvé la bonne réponse face à la violence sociale dans la société. Et enfin on apprendra ce que nous révèle le profil psychologique du chef de l'État dans un instant. On en parle sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Il est 10h30, de retour dans l'heure libre avec Michel Onfray, avec Maxime Le Nagard et notre invité Yannick Jaffré, qui est professeur agrégé de philosophie et auteur de Pour l'honneur des Gilets jaunes chez Book Édition. Alors on parle de casserolade, on parle de Gilets jaunes, et dans votre livre, Yannick Jaffré, vous dites et analysez que contrairement à ce qui avait été beaucoup dit, la demande de référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC des Gilets jaunes, n'avait rien à voir avec la volonté de passage à une 6e République à la Mélenchon, comme on l'a entendu dire d'ailleurs par ses affinés, mais c'était plutôt une volonté de retour sain à la 5e République bien comprise. Je vais vous citer, vous dites: cette exigence référendaire est plutôt d'inspiration suisso-gaulliste, les Gilets jaunes, s'ils refusent un légalisme godillot, étant au fond paradoxalement légitimistes. Oui, je le crois profondément. Je les ai caractérisés comme des anarcho-légitimistes, ce qui peut sembler un oxymore. Mais c'est-à-dire qu'en bon français, ils veulent l'égalité à la base, une autorité légitime au sommet, pour éviter que les corps intermédiaires, et y compris d'ailleurs les forces représentatives, la démocratie représentative, deviennent traîtresses. Le problème, et c'est pour ça qu'ils ont visé la tête. Ils ont vraiment visé la tête. Tête qui, en l'occurrence, était à claque. Ils n'ont pas fait tomber. Ils ont coupé les leurs même, puisque c'est un mouvement que je qualifie d'acéphale, c'est-à-dire mouvement sans tête, Givaro un peu. Il y a eu quelques figures qui ont émergé, mais dès qu'elles exprimaient des prétentions arbitraires comme Ingrid Levavasseur qui voulait se présenter aux européennes, bon, ça dégageait, si j'ose dire. Donc oui, je crois que c'est un retour à ce qu'il reste de tempérament monarchique dans le tempérament français, donc la recherche du chef légitime, et en même temps le recours au peuple. Alors, le référendum d'initiative citoyenne a ceci de particulier qu'il ne passerait pas par le Parlement ou la volonté du président. Donc il y avait quand même une demande de modification institutionnelle. La question, si on veut être responsable, étant de fixer le quorum de signataires pour déclencher la procédure référendaire. Parce que si on ne la fixe qu'à 1 million, bon là on serait dans une démocratie directe qui se rapprocherait des votations suisses, ça serait sans doute intenable. Mais si on le fixe à 12 millions, eh bien il n'y aura jamais de référendum. Ah oui, c'est un peu le problème. Alors vous êtes d'accord avec cette analyse, Michel Onfray, de ce mouvement des Gilets jaunes? Il y avait une fibre conservateur de gauche finalement? Oui, moi je souscris à l'analyse de Yannick et surtout à son beau concept, qui est un oxymore en plus, donc ça m'intéresse parce que c'est quand même la résolution des tensions, les oxymores. Et je trouve que cette analyse est effectivement très intéressante parce qu'elle caractérise les Gilets jaunes des ronds-points, c'est-à-dire le caractère girondin. Les gens qui disaient, voilà, ici où nous nous sommes rencontrés et retrouvés et nous pensons à un mouvement nouveau. Après, quand il est devenu jacobin et que la CGT, le PC, la France Insoumise a récupéré tout ce monde-là en disant venez à Paris,
Paris, monter à Paris et arriver sur les Champs-Élysées. Je pense que l'esprit s'est modifié et les fameux Black Blocs sont arrivés pour détruire l'ensemble. Je pense que les Black Blocs ont bien fait le jeu du ministre de l'Intérieur et du chef de l'État à l'époque. Mais de fait, il y a quelque chose comme un anarcho-légitimisme, et je resalue le concept de Yannick, parce que de fait, il y a une partie qui revendique, et puis en même temps une partie qui dit mais on n'est pas contre la démocratie, on est même très pour, et on voudrait retrouver la radicalité de la Ve République. Ce que veut Mélenchon en disant préparons la 6e, c'est le retour à la 4e. Elle a déjà existé, la 6e République, c'était la 4e. C'était la possibilité de faire tomber les présidents du Conseil avec des alliances de politique politicienne. On n'a pas du tout envie de ça, c'est pas du tout ça qui est intéressant. Il y avait chez le général de Gaulle une résolution des tensions, un oxymore chez lui aussi, qui consistait à dire il faut garder la monarchie, élection au suffrage universel direct du chef de l'État, et puis il faut garder ce qu'il y a de républicain, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide si l'on décapite le roi ou si on ne le décapite pas, et la décapitation elle se faisait par les résultats aux législatives ou les résultats aux élections ou les résultats au référendum. Le chef de l'État qui perd les législatives, il démissionne, c'est ça la guillotine du général de Gaulle. Et cette tension entre qui résolvait en même temps la tension entre monarchie et république, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent bien un chef de l'État, ils veulent un chef de l'État qui les représente, qui ne soit pas insultant, grossier, minable, et puis en même temps ils se disent mais la politique c'est nous, sauf si la démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, alors dites-le nous, franchement, clairement, mais sinon arrêtez de nous mépriser comme vous nous méprisez depuis une trentaine d'années. Et si effectivement les gens disent leur colère avec des casseroles aujourd'hui, c'est parce qu'ils demandent de la démocratie, ils demandent le retour de la démocratie. Ce ne sont pas des poujadistes, ce ne sont pas des gens qui refusent la démocratie ou la République, ce sont des gens qui disent vous qui refusez la République et la démocratie, écoutez-nous, entendons-nous, parce que c'est ce que nous souhaitons. Est-ce que vous considérez, Yannick Jaffray, que on assiste depuis quelques années à comment dirais-je, à une captation progressive du pouvoir par une élite française qui se défie de plus en plus du peuple et qui n'a plus du tout envie d'aller devant des référendums, devant des élections, qui finalement se contente du strict minimum, c'est-à-dire une confrontation une fois tous les 5 ans, quoi. Oui, de la même manière qu'il y a les lois et l'esprit des lois, il ne suffit pas de brandir un système d'institutions légales, représentatives, et je ne suis pas un partisan d'une démocratie directe sans contour et sans forme, mais il ne suffit pas de brandir cette légalité pour résoudre la question de la légitimité, j'y reviens. Donc, et celle de l'oligarchie. C'est-à-dire qu'il faut distinguer élite et oligarchie, c'est une distinction classique, pas de moi naturellement, et le comportement effectivement de la Macronie est à cet égard particulièrement radical. C'est la révolte des élites contre le peuple thématisée par Christopher Lage, je crois. Là c'est particulièrement net, ils sont plus avec nous. Même Sarkozy faisait semblant d'entendre, quitte à massacrer la langue française en croyant que ça plaisait aux gens, faisait semblant d'entendre, disons, quelques aspirations populaires, quelques mêmes formules de bon sens. Macron, lui, n'en a véritablement que faire. Non, il est ailleurs. Ouais. Pour des raisons qu'on va peut-être analyser. Mais... Alors, dans votre livre, vous vous demandez si le mouvement des Gilets jaunes est un baroud d'honneur ou une répétition générale. En tout cas, on voit qu'on n'en a pas fini avec le peuple, puisqu'il se réveille en ce moment avec ses casserolades. Dernier feu, efficacement éteint, ou tocsin d'un grand ressaisissement. L'avenir tranchera cette alternative, dites-vous. Oui, je ne la trancherai pas devant vous ce matin, mais ce que je pense, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a fixé la magnitude historique qu'il fallait atteindre, et même la magnitude de violence, hélas, pour qu'il y ait un changement radical. Parce que si on raisonne de façon statique, je crois que le rapport des forces tel qu'établi par les dernières élections, avec un grand bloc central macroniste, avec une extrême gauche irresponsable qui elle-même fait un quart, disons, un quart et demi de patriotes, disons, nationalistes. Bon, pour moi, la distinction est un peu théorique entre les deux. Eh bien, ne suffisent pas à aller dans le sens que je crois nous partageons à minima. Nous avons sans doute des divergences, c'est-à-dire le ressaisissement de la France du temps long, de la souveraineté française, ici et maintenant, mais souveraineté qui repose sur les linéaments d'une histoire millénaire. Il y a peut-être plus assez de Français pour le vouloir, mais en revanche, il y a la politique. En politique statique, je suis peu optimiste. En dynamique historique, c'est l'événement qui fait loi. Alors, et vous, Michel, est-ce que vous êtes optimiste ou vous pensez que tout ça finira par générer une lassitude et que les gens finiront par rentrer chez eux ? Je souscris à l'analyse de Yannick, mais j'ajoute qu'une moitié des Français n'a pas voté.
et que ces gens-là ne font pas partie de ceux qui se sont exprimés par définition. Donc on ne peut pas dire la France, elle est coupée en 3 morceaux, parce que il y a quand même un morceau très important qui est celui des gens qui ne vont pas voter. Non pas parce que la politique ne les intéresse pas, mais parce qu'ils se disent que l'offre ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie d'aller voter pour machin contre bidule ou pour un tel contre tel autre. Il y a eu à un moment donné, avec l'hypothèse de la candidature Zemmour, une espèce d'aspiration, avant qu'on ne découvre que Zemmour était un Xème candidat de la droite de droite et que ça n'était pas évidemment le bon personnage. Mais il y a eu ce désir-là parce que ce peuple-là en a toujours le désir de celui qui serait leur champion. Ils ont envie d'un champion et on le voit bien que ça a fonctionné avec Chevènement, ça a fonctionné avec Pasqua, ça a fonctionné avec De Villiers, ça a fonctionné à un temps avec Zemmour. Les gens ont juste envie de quelqu'un qui leur parle de leurs problèmes et qui soit honnête, qui fasse pas de la carrière politique, qui fasse pas de la politique politicienne. Et donc je suis pas d'un naturel optimiste, je suis pas non plus d'un naturel pessimiste. Je sens que j'essaie plutôt d'être tragique et de voir le réel tel qu'il est. Et moi je n'oublie jamais que, parce que d'abord je les vois dans la rue et qu'ils me parlent, qu'une grande partie du peuple qui ne va plus voter est extrêmement politisé. C'est ce même peuple qui en 2005, moi j'ai fait des réunions à l'époque contre le traité constitutionnel, avait le traité constitutionnel sur les genoux et avait stabiloté des textes de loi et commenté des textes de loi. C'est-à-dire que le génie du peuple, on le retrouvait là. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'avaient pas fait d'études de droit, mais qui étaient capables de comprendre ce qui se jouait dans le droit. Il y a toujours cette aspiration. Je ne vais pas dire qu'effectivement on attend l'homme providentiel, puisque je défends, comme vous le savez, le peuple providentiel. Ce serait au peuple de s'emparer de ce genre de choses en disant les casseroles, bon c'est bien, parce que avant les gilets jaunes, il y avait effectivement aussi les bonnets rouges, on a oublié. Et puis il y a eu aussi Nuit debout. Enfin, il y a plein de gens qui sont mécontents et qui aspirent à autre chose. Moi, je pense que la forme girondine permettrait d'envisager les choses autrement. C'est-à-dire ne pas oublier les provinces, parce que là, on voit que Macron s'en vient dans les provinces en faisant son petit tour de marché. Mais je pense que le communalisme, un certain type de régionalisme, pourquoi pas des parlements régionaux, enfin, ce serait l'occasion de refaire une 5e République à laquelle aspirait le général de Gaulle. C'est-à-dire que les Jacobins n'ont pas été contre les provinces. Le dernier général de Gaulle voulait justement une réforme des régions. Et si nous redonnions la parole au rond-point, je pense que Paris en rabaisserait un petit peu de sa superbe et que plein de gens retrouveraient le goût de la politique. Parfait. On va parler dans un instant du caractère d'Emmanuel Macron, qui est aussi problématique dans cette affaire. Et des psychiatres et psychologues, vous allez l'entendre, y ont regardé de plus près et nous aident à comprendre. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h44 de retour dans l'heure libre, en partenariat avec Front Populaire, la revue, et Sud Radio, toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard, et notre invité est Yannick Jaffré, professeur agrégé de philosophie et auteur de Pour l'honneur des Gilets jaunes chez Book Édition. Alors, je le disais il y a un instant, le caractère d'Emmanuel Macron est quand même très particulier. Au lieu d'adopter une posture gaullienne, de quitter le pouvoir ou recourir à un référendum qui remettrait de la légitimité au cœur du pouvoir, il va au contact des Français. Il remonte ses manches et va se faire chahuter sur les marchés, comme à Dole cette semaine. Est-ce qu'il y trouve une forme de plaisir? On a parfois cette impression, Maxime Le Nagard. Le profil du chef de l'État a fait l'objet d'ailleurs d'analyses. Racontez-nous. Oui, on le dit peu, mais c'est vrai que ça a été fait par certains psychologues, même si ces analyses contreviennent à ce qu'on appelle aux États-Unis la règle Goldwater, savoir que normalement pour un psychiatre, il serait contraire à la déontologie de donner un avis professionnel sur une personne qui n'a pas été examinée directement. Cela dit, on se souvient en 2017, ça avait fait du bruit, le professeur italien Adriano Segatori qui avait dit dans une vidéo sur YouTube que Macron était dangereux parce qu'il était, je cite, un psychopathe amoral. Alors c'est évidemment pas une analyse qui est partagée par tous les psychiatres. En 2019, un Français, cette fois interrogé par Europe 1, le psychanalyste Serge Effez, diagnostiquait entre guillemets des formes d'arrogance et de narcissisme chez Macron, nourri par une envie de séduire. Il y a quelques jours également sur l'antenne de Sud Radio, c'était au micro de notre camarade Jean-Marie Bordry, le psychologue Jean Dorido expliquait quant à lui que le jeune âge du président accentue encore le sentiment d'arrogance qu'il dégage, et nourrit la détestation, et détestation confirmée par le récent sondage. Je parlais tout à l'heure du sondage ELA pour BFM TV. 55% des Français disent ne pas apprécier la personnalité du président de la République. Et dans le sondage BVA pour RTL, on voit que 36% des Français estiment que le chef de l'État n'a plus de stature présidentielle. La méthode du président est critiquée. Il est jugé, je cite, hautain et imbu de lui-même. Sacré tableau. Oui, alors Michel Onfray, je sais que vous n'êtes pas tellement amateur de freudisme, mais est-ce qu'il y a des choses à retenir de la personnalité d'Emmanuel Macron qui peuvent se révéler problématiques, notamment en temps de crise comme en ce moment ?
Oui, parce que vous avez parlé de psychologues et de psychiatres, de psychanalystes. Alors, c'est pas exactement la même chose. Les psychanalystes vous diront toujours qu'il avait envie de coucher avec sa mère et qu'il avait envie de tuer son père. Ça peut coûter très cher et ça dure pendant des années. Et in fine, c'est toujours la solution qu'on vous donne. Alors ça, je laisse nos auditeurs conclure. Est-ce qu'il a vraiment voulu tuer son père et coucher avec sa mère? Je laisse la question en suspens. La psychologie, c'est la description de la psyché du personnage. Et ça paraît intéressant. Et de fait, pas besoin d'avoir fait des études de psychanalyse, si tant est que ça existe, de moins d'avoir été psychanalysé pour nous expliquer qu'il est narcissique, qu'il est, etc., etc. Moi, je ne voudrais pas penser la psyché d'Emmanuel Macron indépendamment de la société, de la sociologie. Je voudrais faire une psychosociologie. Je crois que c'est le prototype de l'enfant roi. Après mai 68, on a fabriqué des enfants rois, c'est-à-dire que Françoise Dolto aidant, il fallait pas dire non aux enfants, c'était la société qui était coupable de tout, les enfants étaient formidables, et donc il fallait leur dire oui sans cesse, pas de surmoi, ça les brisait, ça les cassait, ça les allongeait sur les divans de psychanalystes, et puis ben voilà, un enfant roi est devenu roi, mais vraiment, et il est resté enfant. Donc c'est un enfant qui trépigne, et il n'accepte pas ce qu'on appelle, il y a une intolérance à la frustration, il ne supporte pas la frustration. C'est le petit garçon qui, avec sa maman à la caisse, a vu tous les bonbons qui sont là, et il veut tous les bonbons. Donc on lui dit, bah non, parce que tu peux pas, on va manger tout à l'heure, puis c'est du sucre, c'est pas bon pour ta santé. Enfin, on a beau tenir un discours rationnel, il se met à hurler dans le magasin, il tape des pieds, puis voilà. C'est Emmanuel Macron. Je rappelle que quand il est élu, il a l'Assemblée nationale pour lui, il a le Sénat pour lui, il a la presse pour lui, il a les médias pour lui, il a les électeurs pour lui, il a pas 40 ans, il est chef de l'État. Il pourrait dire, bon, ça va, j'ai les moyens de mener une politique, etc. À l'époque, il donne 3 noms. C'est celui de Zemmour, mais Zemmour de l'époque où il était journaliste, il n'avait pas de velléité de candidature, celui de Finkielkraut et le mien. Et il dit, ces 3-là, ils m'insupportent, ils sont critiques, ils ne m'aiment pas, et donc s'ils ne m'aiment pas, je les déteste. Et à l'époque, il avait même parlé, ça s'était trouvé dans le journal du dimanche, c'est Sylvain Faure qui avait donné l'information, il avait créé une cellule de riposte, et il y avait à l'époque un certain Pierre Nora et un certain Michel Serres, prétendument pour nous répondre. Je me dis, mais c'est un petit garçon qui n'accepte pas la critique. Quand on est le chef de l'État élu comme un maréchal et qu'on n'a pas encore 40 ans, on doit pouvoir accepter que quelques intellectuels ne soient pas d'accord. Et c'était le début de son mandat. J'avais pas encore écrit les textes qui ont suivi, justement, pour l'énerver un peu plus. Oui. Mais oui, foutriquer, je voudrais dire quand même que c'est un mot qui a été utilisé par Hébert pendant la Révolution française. Tout à fait. Que les communards ont utilisé contre Adolphe Thiers, et que au moment où il y a une commémoration de la commune, le même Emmanuel Macron nous a dit que la République s'était réfugiée à Versailles. C'est-à-dire que quand il a fallu... Moi, j'adore la Commune, beaucoup plus que la Révolution française, qui, à cause de son 1793 et de la terreur et de la loi sur les suspects, enfin, on sait tout ça. Il n'y a pas tout ça dans la Commune. Et c'est pas une révolution d'intellectuels, c'est une révolution de gens du peuple, etc. Mais c'est-à-dire que quand il faut choisir entre les communards et les Versaillais, eh bien, Emmanuel Macron nous dit, moi, je choisis les Versaillais. Sous-entendu, quand il y a eu les Gilets jaunes, c'était des communards, et quand moi, j'ai failli quitter l'Élysée avec un hélicoptère, eh bien, et finalement, c'est comme avec Adolphe Thiers, retrouvant les Versaillais, donc je me suis dit, le mot foutriquer lui convient très bien. C'était celui que Jules Vallès utilisait dans sa trilogie, là, sur Jacques Vintras, et c'était pas, on m'a dit que c'était une insulte, je dis c'est du vocabulaire populaire qu'on trouve chez Hébert, c'est du vocabulaire populaire qu'on retrouve chez Jules Vallès ensuite, mais ça lui correspond très bien. C'est-à-dire, c'est un enfant qui trépigne et qui n'accepte pas la contradiction. Quand on est chef de l'État, c'est problématique. Et cette façon d'insulter les gens, disant, enfin, les Gaulois réfractaires, on n'avait qu'à traverser la rue pour trouver un métier, vous êtes des illettrés, Yannick en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de traiter d'illettrés des femmes qui allaient être au chômage, enfin tout ça, c'est le mépris d'un sale gamin, il mérite des gifles. Pour l'heure, il en prend d'ailleurs, et puis il a des gifles sonores. Je pense que les casserolades sont des occasions de dire à ce garçon qui commence à être énervant. Alors Yannick Jaffray, vous allez nous dire si vous êtes d'accord pour dire que Emmanuel Macron, notre président, est un enfant roi, mais je voudrais vous demander, vous étiez au courant que lors des événements des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait imaginé la possibilité de fuir en hélicoptère? Oui. Moi, je l'ai appris, je ne le savais pas. C'est l'acte 4, au 8 décembre, semble-t-il. Peut-être fais-je erreur. Oui. Je crois que c'est l'acte 4. Déjà, le 4 décembre, à Puy-en-Velay, il prend la fuite sous les jets de pierre et sous la haine contre lui est incandescente. Et le 10, je le rappelle, toute arrogance perdue, il vient blême quasi vert, il faut se repasser les images, acter sa défaite socio-économique, sinon sa défaite politique, puisqu'effectivement les Gilets jaunes ne l'ont pas emporté politiquement.
Non, concernant le portrait dressé par Michel Onfray, encore une fois, sur le narcissisme infantile, l'intolérance à la frustration, il me paraît imparable. J'y ajouterais peut-être que pour ceux qui peut-être ont parcouru quelques milieux interlopes, il y a des mimiques, il y a une fixité du regard, il y a une manière justement de provoquer avec le visage statique qui font penser à un soutien chimico-physique dont je veux croire qu'il est lié à la pratique assidue du sport. Ça doit être les endorphines. Ah oui. On va se dire ça. Oui, on va se dire ça. Est-ce que, quand même, j'ai envie de vous titiller un petit peu tous les deux, est-ce qu'on psychiatrise pas un petit peu rapidement à chaque fois les adversaires politiques? On a tendance alors là, c'est vrai que Michel nous fait savoir que il a un profil d'enfant roi. C'est pas exactement comme de dire que Poutine est fou, par exemple. On l'entend beaucoup en ce moment. Sarko était fou aussi, selon le journal Le Point. J'en ai le souvenir. Il y a eu plusieurs couvertures de l'hebdomadaire pour dire que Sarkozy était fou. Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à aller chercher l'élément de folie chez un adversaire? Non, mais d'abord... c'est pas ce que Michel a dit, d'ailleurs. Ni moi, d'ailleurs. Je pense que sa psychologie est celle aussi d'une classe ou d'une hyperclasse, selon l'expression d'Attali, qui en est, et qui en est un des maîtres d'œuvre, qui a d'ailleurs patronné Macron pour un rapport en 2009-2010 sur la croissance, je crois, je me souviens plus. C'est pas le contenu qui m'en intéresse, naturellement. Mais c'est une hyperclasse qui, effectivement, vit dans les mêmes endroits, a les mêmes pratiques sportives que j'évoquais, très probablement, et qui, précisément, ému par des réflexes. C'est Benjamin Griveaux parlant des gilets jaunes comme de ces gens qui fument des clopes et roulent au diesel. Ce sont les couturières analphabètes, les ouvriers alcooliques du Nord. Effectivement, ils sont structurés par ça, par le beauf de Cabu. Vous voyez, dans les années 70, ça commence à gauche, à l'extrême gauche, avec aussi Dupont-Lajoie, d'Yves Boisset, c'est-à-dire qu'on se met à caricaturer le peuple français de souche pour en faire un salopard raciste, ce qui permet ensuite de tout lui faire, alors qu'il reste productif, y compris de financer une immigration délirante, y compris de payer plus de taxes. Donc non, je pense que là, nous faisons la psychologie d'une classe, ou plutôt d'une hyperclasse, d'une caste. Michel, je vous ai entendu rire à propos de cette fixité du regard et de ces endorphines provoquées par le sport. Oui, j'entends mal, vous avez parlé de cocaïne? Pas du tout de séance sportive. Jamais. C'est la liaison avec Chambois, donc oui. j'ai mal compris alors. Écoutez, on va se quitter avec cette bonne humeur. Je voudrais vous remercier tous les trois. Et je vois que Jean-Luc Moreau nous a rejoint. On va parler auto sur Sud Radio dans quelques minutes.